Bien, bonjour à tous. On va essayer de proposer un décryptage de la crise actuelle au Mali, enfin la crise depuis un peu plus d'un an maintenant au Mali, qui a accéléré avec l'intervention de la France et l'opération Serval, dont vous avez sans doute tous entendu parler. Donc effectivement, je suis enseignante-chercheur à Sciences Po Bordeaux. Je vais essayer de ne pas faire trop ma prof. J'ai essayé de simplifier les choses et de décrypter quelque chose qui au départ est très complexe, mais surtout s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui vous paraissent plus claires, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions, etc. Je voudrais juste préciser par rapport à la présentation qui a été faite que l'AM et le CEN, c'est au départ la même chose. Le Centre études d'Afrique noire, c'est un vieux laboratoire qui existait depuis 50 ans et qui s'est transformé, qui a muté en 2011 en l'AM. On a abandonné le N noir, qui fleurait bon le post-colonialisme, pour changer complètement de périmètre et s'intéresser pas seulement à l'Afrique noire, mais également à l'ensemble de l'Afrique et plus largement au monde issu de l'Afrique, donc issu de la traite africaine, singulièrement les Caraïbes et les Amériques. Donc Ibrahima est issu de la même entité finalement. Alors, pour comprendre cette crise au Mali, il faut d'abord comprendre que c'est une crise qui est complètement multiforme et complexe, et qui a plusieurs dimensions. D'abord, il y a un problème interne. On est au Mali dans une absence de pouvoir légitime, avec un territoire qui est complètement divisé entre le nord et le sud, suite à la déclaration unilatérale d'indépendance de l'Azawad en avril 2012, mais avec à Bamako une difficulté de répondre, de s'organiser pour gérer la crise, et c'est un des problèmes que l'on a pour en sortir. La deuxième composante, elle est sous-régionale, avec effectivement un risque très fort de diffusion de ce conflit, et déjà de toute façon une dimension transnationale très importante à ce conflit qui touche l'ensemble des pays de la sous-région. Et puis aussi, elle a une dimension internationale, et c'est sans doute la nouveauté par rapport à la problématique du Sahel. La question Touareg, la question des mobilisations sécessionnistes n'est pas nouvelle, mais par contre ce qui est nouveau, c'est le regard qui est porté sur ce Sahel, sur cette zone, qui maintenant est considérée comme étant une zone dangereuse, potentiellement dangereuse, qui pourrait affecter la sécurité des États du Nord. Et là, ça change complètement la perspective et la façon dont on va gérer ça internationalement. Et cette vision criminelle et terroriste qui représente la menace potentielle provenant du Sahel, elle émerge, grosso modo, au début des années 2000. C'est directement la suite de 2001. Alors, cette crise, elle est complexe, et puis surtout, elle est assez inédite. C'est-à-dire que même dans nos rêves dans nos cauchemars, plus exactement les plus fous, on aurait eu du mal à imaginer une convergence pareille de facteurs. C'est-à-dire que les facteurs, on pouvait les voir, on pouvait identifier les différents déterminants. Mais que ça se conjugue de cette façon-là, ça, c'était pas prévisible. On est dans quelque chose qui n'a pas été bien perçu en amont, bien géré. Alors, pour des raisons différentes et de façon inégale. Alors, la chose qui était visible et qui existe depuis longtemps, c'est la mobilisation Touareg. Donc le problème de ces populations nomades du Nord qui ne se retrouvent pas dans le découpage étatique et les frontières héritées de la colonisation, qui ont un mode de vie qui transcende complètement ces frontières et qui ont un mode de vie nomade qui entre aussi en opposition non seulement avec les espaces nationaux, mais aussi avec les populations sédentaires locales qui ont d'autres activités. Donc, cette mobilisation Touareg, elle est ancienne, elle date bien avant la décolonisation, mais elle a connu des moments de réactivation qui sont très largement liés aux difficultés économiques, notamment à des moments de sécheresse qui vont provoquer des mouvements de population et des rééquilibrages plus exactement, dans l'occupation de cette zone du sud de Sahara nord-Mali. Donc ça, c'était quelque chose qui était en germe, mais qui se réactive très nettement à partir de la fin 2011. Autre élément qui intervient, si je prends l'ordre si je prends l'ordre chronologique, j'aurais dû commencer par la question de la criminalité et la question de l'installation au Nord Mali
de réseaux criminels. Alors, islamistes en partie, mais pas seulement. Islamistes, c'est bien sûr Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mais aussi d'autres réseaux qui sont directement liés au fait que cette zone de l'Afrique de l'Ouest, depuis le début des années 2000, s'est retrouvée inscrite dans les circuits d'acheminement de la drogue sud-américaine. Donc une insertion dans les réseaux criminels internationaux qui n'existait pas jusqu'alors pour cette zone, absolument pas. Et là, qui va aussi considérablement changer la donne. Ils vont s'installer dans ce nord Mali, dans cette zone où l'État est très absent, il y a une incapacité de contrôle de ce territoire, typique de ce que l'on appelle les États fragiles, dont le Mali est bien représentatif, et qui vont peu à peu se créer des espaces autonomes qui échappent à tout contrôle, des espaces qui se caractérisent donc par la circulation de la drogue, mais également par tout un ensemble d'activités illicites dont vous avez entendu parler, notamment l'économie de l'enlèvement des Occidentaux. Donc ça, c'est quelque chose qui commence vraiment dans les années 2002-2003 et qui prend une autre dimension vers 2007 quand réellement on parle d'AQMI. C'est-à-dire que des mouvements islamistes venus d'Algérie, issus du conflit algérien des années 90, vont se labelliser, se franchiser AQMI et donc accéder là à une visibilité internationale. Un label qui tout de suite appelle des choses. Dans l'ordre chronologique, enfin, ensuite, il y a la question de la Libye. Alors ça, typiquement, ça paraît aberrant, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout anticipé. C'est-à-dire qu'on est intervenu en Libye, on a contribué à la libération, je ne sais pas comment dire ça de façon politiquement correcte, à la chute du régime Kadhafi. Et on n'avait pas anticipé une chose quand même qui va être déterminante dans le conflit malien actuel, c'est le fait que Kadhafi avait un rôle très important dans la sous-région en termes de financement, en termes également de lien avec tous les anciens combattants, toutes les mouvances combattantes issues des différentes mobilisations Touareg notamment. Et avec la chute du régime Kadhafi, tous ces combattants, ces anciens combattants vont revenir très aguerris et vont revenir avec des armes qu'on n'avait encore jamais vues dans la sous-région. Et notamment des choses qui nous embêtent beaucoup à ce moment-là, ce sont des missiles sol-air, et donc des choses qui leur permettent d'atteindre les moyens aériens qu'on utilise habituellement lorsqu'on doit résoudre ce genre de problème, c'est-à-dire qu'on envoie des avions, on ne se mouille pas, il n'y a pas de perte pour nous, et ça se passe là, ça compliquait sérieusement la donne. Ça a aussi un impact parce que la chute de la Libye et les mouvements de manière générale de l'Afrique du Nord vont considérablement altérer la capacité de migration qui était là aussi une tradition avec des flux financiers et des flux humains importants dans cette zone. Et là, ça assèche aussi des ressources importantes pour les populations de cette zone. Le quatrième facteur, qui là aussi était plus ou moins prévisible, mais qui a quand même surpris par la rapidité avec laquelle ça s'est produit, c'est la chute du régime politique malien, qui est passé très rapidement du statut de démocratie exemplaire, modèle de transition démocratique, à finalement un régime qui est apparu déconnecté de la base de cette population, et qui a succombé à ce qui au départ était une simple mutinerie, qui est devenu un coup d'État improbable, sans réelle opposition de la part des forces politiques et civiles maliennes, ce qui montre réellement l'état dans lequel était ce régime. Alors, on en est donc à une situation qui est très compliquée. Alors, si vous prenez cette carte, j'espère qu'elle est assez visible pour vous, vous avez en zone bleue ce qui correspond en gros à la zone habituelle de peuplement, de localisation des populations Touareg. Donc vous voyez, on n'est pas seulement sur le Mali, on est vraiment sur un espace transétatique qui concerne aussi le Niger, l'Algérie et en partie même la Libye. Vous avez en vert la zone qui correspond à l'espace dans lequel intervient AQMI. Alors c'est très large. Parce que voilà, c'est pas un contrôle territorial direct, c'est simplement les occurrences
où ACMI est capable d'intervenir, d'agir à des réseaux, des relais, etc. Donc là, vous voyez l'impact qu'ils ont. Là, c'est réellement l'ensemble de la sous-région et pas seulement le Mali ou le Niger qui sont concernés. Cette carte, elle vous donne aussi déjà une idée des conséquences que l'on peut déjà percevoir à l'heure actuelle de ce conflit avec les populations réfugiées ou déplacées internes. On est actuellement à peu près 120 000 réfugiés en Mauritanie, autant au Burkina Faso, 50 000 au Niger et à peu près 2500 en Algérie. Les chiffres sont ce qu'ils sont, c'est des ordres de grandeur, et il ne faut surtout pas prendre ça comme quelque chose de... Et puis on a des déplacés internes, essentiellement repliés vers la zone de la capitale, de Bamako, donc dans le sud-ouest. On estime qu'il y a 120 000 déplacés internes. On peut déjà prévoir une situation humanitaire qui est déjà compliquée, mais qui va forcément encore s'aggraver avec ces déplacements de population, avec l'impossibilité de cultiver, de s'adonner aux activités économiques habituelles et agricoles notamment habituelles, et donc des problèmes humanitaires très conséquents. Cette carte, elle vous donne aussi une indication sur cette inscription de cette zone dans les réseaux criminels internationaux, et c'est les flèches rouges que vous voyez là. Donc on voit bien l'arrivée de la drogue par les ports d'Afrique de l'Ouest qui sont reconditionnés et qui repartent de pistes de zones de pistes d'aviation, enfin comment on appelle ça, oui, voilà, des aéroports complètement illégaux donc il y a des gros porteurs qui sont capables d'atterrir dans certaines... Et en 2009, justement, il y avait eu donc un cargo qui avait atterri à Bourem, c'est juste à quelques kilomètres de Gao ici, or qui avait déchargé totalement 10 tonnes de cocaïne pure, qui venait directement donc, de Colombie, avec un équipage multinational. Enfin, l'avion était sénégalais avec des équipages espagnols, français, et avec des complicités des acteurs locaux de cette région, dont un maire qui était pas un d'ailleurs, et ils ont totalement déchargé avec la drogue et brûlé l'avion après. Donc ça montrait, ça c'était 2009. L'avion avait un problème technique. Enfin, oui. Et puis les forgerons se sont occupés après des carcasses pour faire des marmites. Donc c'est pour vous dire un peu l'état de dégradation de la situation aussi sur le plan déjà mondial, parce que c'était déjà toute l'Afrique de l'Ouest est dans une zone de transit. Et le Mali est malheureusement au cœur de ce dispositif. Oui. Donc, je continue pour essayer donc de revenir sur les différents facteurs explicatifs de cette situation qui s'est si rapidement dégradée et donc de ce conflit. Un premier ensemble de facteurs explicatifs est lié à la situation politique interne du Mali. Donc, comme je vous le disais, le Mali est passé du statut d'une transition exemplaire, d'une démocratie modèle. C'était l'exemple qu'on pouvait avoir de pays en voie de consolidation démocratique. Il va falloir qu'on en trouve un autre, et il y en a plus si tant que ça finalement. Et surtout, ce qui était intéressant, c'était que c'était un pays où il y avait une forme d'innovation, d'invention dans la pratique démocratique. C'est-à-dire que oui, le système électoral formel fonctionnait peu ou prou. Il y avait des élections régulières qui se sont succédées depuis 1991, avec des alternances politiques, deux présidents différents qui se sont succédés. Mais c'était finalement pas là que ça marchait le mieux. Et il y avait une réelle inventivité au niveau de la société civile, avec des modes de participation, de mobilisation très intéressants, sur lesquels on pourra peut-être revenir, qui montraient que, bon, on était typiquement dans un système électoral formel qui était en cours de maturation. Ça prend du temps, toutes ces choses, ces pratiques électorales et cette appropriation, cette familiarisation avec toute cette pratique formelle du système représentatif. Mais à côté de ça, il y avait plein de choses qui fonctionnaient et qui faisaient que voilà, c'était quand même des logiques démocratiques. Alors, le bémol important à cette image très positive que l'on pouvait avoir, c'est finalement ce qui faisait sa caractéristique, c'était cette idée de démocratie consensuelle. C'est-à-dire que le président malien, qui s'appelait Amadou Toumani Touré, qui a été destitué par le coup d'État du 22 mars, avait mis en place cette logique de consensus qui consistait finalement à associer toutes les différentes composantes politiques de l'espace malien à la gestion du pays.
Alors, vu de l'extérieur, on se disait, oui, voilà, c'est quelque chose qui finalement permet de régler les conflits, permet d'associer, d'intégrer tout le monde. Et puis, finalement, on se rend compte que c'était pas si idyllique que ça. Et manifestement, cette démocratie consensuelle, elle se traduit par une rupture totale entre les élites, les représentants, les partis politiques et les institutionnels, et puis ensuite la population à la base. Et puis aussi, cette démocratie consensuelle, cette entente entre les élites, elle était aussi très fortement corrompue. C'est quelque chose qu'on percevait, sur lesquels on n'avait pas beaucoup de données. Enfin, il y avait des indicateurs qui étaient de plus en plus alarmants, mais qui expliquent aussi la rapidité de la dégradation de la situation en Normalie, avec une collusion importante des élites politiques locales dans le cadre de la décentralisation, et ces différents réseaux et sources de ressources liées à la criminalité, à la chimie, etc. Et donc intervient dans ce contexte politique finalement très fragile, une mutinerie, le 22 mars. C'est au départ juste une mutinerie, c'est-à-dire qu'une partie des militaires maliens, mis en difficulté de façon répétée et systématique par la mobilisation touarego-islamiste de Mali, a réellement réagi sur ce registre-là. On n'en peut plus, on ne peut plus nous envoyer comme ça au charbon, on n'est pas de la chair à canon. C'était après le massacre de la Galop, quand même. Alors, c'est un vrai traumatisme. Donc, début janvier déjà, donc, il y a un mouvement touareg qui s'appelait le MNLA, le mouvement populaire, le mouvement de libération de l'Azawad, donc qui a pris les armes et qui a donc très rapidement commencé à mettre l'armée malienne en difficulté. Donc, et à Aguelok, donc c'était en janvier, donc il y a eu la prise de cette ville, une petite ville de garnison, je n'ai pas la carte, où 70 militaires maliens ont été égorgés, mains liées, enfin voilà. C'est juste entre Tessalites et Kidal, donc dans cette zone-là. La chute des Tessalites, c'est au 11 mars. Donc 11 mars, et pendant ce temps, Port, le pouvoir cherchait des solutions. Le problème, il a donc commencé, donc du coup, le coup d'État est venu aggraver la situation. Le coup d'État intervient le 22 mars, et donc la chaîne de commandement est rompue. Et les mouvements Touareg, donc, qui étaient d'abord laïcs et qui se sont alliés à dans les combats du jihad ici avec non seulement les islamistes FMI, ont profité rapidement pour prendre le contrôle donc, de toute la zone. Jusqu'ici, Gao, Tombouctou. Donc c'est ce contexte-là, moi je pense qu'il faut aussi le comprendre pour la suite, parce qu'on comprendra après pourquoi ce coup d'État de Sanogo a été vraiment le truc le plus bête et qui a plongé tout le reste du pays dans une crise politique sans fin. Alors ce coup d'État est censé permettre à l'armée malienne de réellement mettre un terme à la rébellion du Nord, à ne faire que précipiter les choses, et quelques jours après, le Nord fait sécession avec une déclaration unilatérale d'indépendance. Alors, ça c'est un premier ensemble de facteurs. Deuxième ensemble de facteurs, bien sûr, la question Touareg. Alors, ce qu'il faut vraiment que vous ayez à l'esprit, c'est que cette population Touareg, elle est extrêmement disséminée dans la zone. Ce sont des populations nomades qui correspondent à divers États, pas seulement le Mali, le Niger, l'Algérie, la Libye, qui sont à cheval sur plusieurs frontières. Ces populations Touareg, elles ont très mal vécu la fixation des frontières qui a été consolidée, fixée par la colonisation, acceptée et consolidée ensuite par la décolonisation, sont tout de suite inscrites dans une mobilisation contre les espaces nationaux créés ainsi de façon artificielle à leur sens. Cette mobilisation elle est ancienne, elle commence dès la fin des années 50, avec quelques résurgences ça et là. Dans le contexte Mali-Niger, la plus importante occurrence, c'était dans les années 90-95. Donc au tout début des années de pluralisme démocratique, après la remise en cause des régimes autoritaires dans ces deux pays. Ça avait été en partie résolu, mais plutôt dans des bonnes conditions, et ça a ressurgi à partir de 2007. Ouais. Il y a eu donc, pour le cas du Mali, c'est 2006-2009, ça a repris avec les déserteurs de l'armée malienne. Ce qui est intéressant à noter pour le cas du Mali, c'est que le Mali est le seul qui a essayé réellement de faire des efforts pour régler sa question touareg de manière démocratique.
Bon, peut-être qu'on a Le Niger. Oui, le Niger, mais moins, parce que le Mali avait eu, donc depuis 91, le Mali est rentré en démocratie. Donc là, le premier discours des élites, notamment Konaré, le premier président malien démocratique, c'est tout de suite, déjà dans la transition, les trois mouvements Touareg étaient membres du comité, du CTSP, du comité de transition pour le salut du peuple. Il y avait Yann Egali, le MPA, l'ARLA et puis le FIA. Donc des gestes significatifs, c'était très fort. Hein. Donc conférence nationale, les trois mouvements Touareg rebelles armés étaient là. Et pour les Maliens, ils ont participé au même titre que les mouvements qui avaient contesté la dictature de Moussa Traoré à la chute du régime dictatorial de 23 ans de Moussa. Et les négociations, il y a eu à peu près 5 accords de paix. Chaque fois avec des concessions fortes. Et là, on ne peut pas le nier aujourd'hui. Le pacte national en 1996, les armes brûlées à Tombouctou, tout le monde s'embrassait, l'intégration de plus de 1600 combattants dans l'armée malienne à tous les postes. Donc ça, c'est des faits, et le Niger n'a pas fait ça. Le Niger a toujours eu des régimes extrêmement musclés, il y a eu plusieurs coups d'État, et le Niger a eu une approche purement sécuritaire. Donc ce qui est curieux, c'est pour ça que je le dis souvent, et le Mali qui a essayé, vraiment avec une décentralisation, avec des conseils de sages, avec où les élites Touareg contrôlaient tout l'appareil politique au nord et même au sud, parce qu'au niveau des dissolutions de postes, il y a Dagali qu'on présente aujourd'hui comme le plus grand méchant, qui était le patron d'un Sardine. Il était conseiller spécial du président, il était consul du Mali à Djeddah. Et dans l'équipe du MNLA, le mouvement qui veut l'indépendance de cette région, il y a deux anciens ministres, un de Moussa Traoré et un de Konaré. Donc, ce discours aussi qui consiste à dire que les Touaregs sont écartés, ils ne sont pas chez eux, ça ne tient pas. Les gouverneurs régionaux militaires de la région de Mopti étaient Touaregs pendant la guerre. Par contre, il y a eu des désertions. Beaucoup d'officiers Touaregs sont partis très vite rejoindre le mouvement, le MNLA, parce qu'ils estimaient simplement qu'ils allaient avoir peut-être plus. Donc, voilà, un mouvement qui arrive de Libye, on a parlé, oui, le Mali n'a pas de frontière directe avec la Libye. Il y a presque 1000 km de frontière. 400 pick-up rentrent, ils rentrent comment? Ils rentrent pas en traversant l'Algérie. Donc, question de l'Algérie, qu'est-ce qui s'est passé? Ou ils rentrent par le Niger. Et le Niger a un premier ministre Touareg actuellement, qui a d'ailleurs dit, mais c'est de la folie aux Touaregs maliens, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez tout au Mali. Vous prenez les armes et vous êtes... Et puis on a parlé de la dissolution. La mosaïque ethnique de cette zone, elle est très complexe. Les Touaregs sont que 10% du nord du Mali. Ils sont moins d'1% de la population du Mali. Alors, et puis dans toutes ces villes, ils sont extrêmement minoritaires. Il y a juste une majorité là. Mais sauf que la densité dans ces zones, ça fait même moins de 1 habitant au kilomètre carré. Donc, comment gérer l'imbroglio? Et puis là, vous avez vu, votre carte le précise très bien. Les Touaregs sont organisés en confédération. Alors, il y a des grandes familles qui ne se comprennent presque pas, et qui se sont affrontées même dans le temps. Les Oulimiden, qui sont dans la zone de Ménaka, c'est eux qui ont affronté la colonisation française avec Kérosen, avec Firouz. Les Touaregs de Ladra et les Kelantassar qui sont là vers Tombouctou. Donc c'est extrêmement compliqué. Et puis comme c'était des populations, on est dans une zone de tectonique, il y a les populations sédentaires qui vivent avec des populations normales, il y a eu des mélanges, heureusement. Bon, et c'est tout ça qu'on veut ressortir et qui crée énormément de bazar. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je pense, et depuis le début du conflit, je disais, mais on va dans quelque chose qui va être très très difficile à contrôler. Sur le problème des frontières, c'est vrai qu'on a toujours dit oui, mais ils sont sur 5 pays. Mais toutes les ethnies du Mali sont sur plusieurs pays. Les Soninké, ils sont là en Mauritanie, ils sont au Mali, ils sont au Sénégal, ils sont en Gambie, ils sont en Guinée. Les Bambara sont sur toute l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ce qu'on a toujours dit au Mali, mais le Mali a une tradition d'ouverture. Le Mali a été un pays frontière, c'est ce que Konaré disait d'ailleurs dans une de ses déclarations dont il avait le secret. Donc on veut nous présenter toujours le problème comme un problème seulement Touareg. Oui, les Touaregs, il faut quelque chose aux Touaregs, les Touaregs sont marginalisés. Mais moi je trouve que ce discours-là ne tient pas si on regarde bien la réalité du terrain. On a vu les images de Tombouctou et de Gao libérés. Les populations sont majoritairement négro-africaines. Je ne suis pas là pour défendre
Et puis les Touaregs, dans la communauté Touareg, les Noirs sont plus nombreux que les Blancs, ou à peau blanche comme on... Donc les leaders qu'on voit sur les chaînes d'information continue, évidemment ils sont clairs, c'est une petite minorité des Touaregs de là, qui a toujours pris des armes contre le Mali. Moi je dis qu'il faut répondre justement à ces gens, mais en même temps, est-ce qu'on peut donner tout à des gens qui ont tué, qui ont violé, qui ont cassé, alors que le pouvoir malien sentait qu'il était faible, a essayé de tout faire pour négocier. Ils ont refusé l'offre de négociation. ATT avait envoyé des députés maliens qui sont allés les voir, dont des députés Touaregs dans les grottes, quand ils sont revenus de Libye, en disant, mais vous êtes des Maliens, vous êtes nos frères, vous étiez partis en Libye, vous avez intégré la Légion islamique de Kadhafi, bon, Kadhafi est mort, vous revenez, vous avez une expérience, réintégrer l'armée malienne, quels sont vos besoins? Et ils ont dit, non, vous êtes gentils, mais on vient pour vous casser la gueule, quoi. On est plus fort que votre armée, et puis... et très vite, les choses sont parties. Ce qui est important de retenir, bon, c'est la carte suivante aussi, c'est que bon, il n'y a pas un mouvement uniforme, il n'y a pas un espace Touareg uniforme. Donc c'est vraiment quelque chose qui est divisé, qui historiquement a toujours fonctionné de façon divisée avec des mobilisations différentes. Par contre, ce qui était nouveau là, depuis 2 ans, c'était une convergence, c'était une unité qui était inédite dans les différents mouvements Touareg. Alors, ajouter à ça un autre élément d'équation, et donc c'est la présence dans cette zone d'un ensemble d'organisations criminelles et notamment d'occurrences de terroristes islamiques. Alors, en premier lieu, bien sûr, on a Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est une résurgence du JIA algérien, dont on a entendu parler en France dans des années sombres de terrorisme sur le territoire français, qui ensuite est devenu le GSPC, et qui s'est franchisé donc en 2007 pour devenir Al-Qaïda au Maghreb islamique. Une des conditions de la franchise, au sens économique, commercial du terme, posée par Oussama Ben Laden, était que le GSPC sorte de l'espace spécifiquement algérien et est une ambition sous-régionale. C'est ce qui a été fait. Donc, un mouvement qui prône ouvertement le djihad, qui considère que c'est même un des piliers de l'islam, à côté des 5 piliers traditionnels. Le sixième pilier serait le djihad, donc le combat pour la conversion. À côté là je n'ai pas trouvé d'image, à côté de Al-Qaïda au Maghreb islamique, sont apparus d'autres mouvements, et c'est là où c'est un petit peu plus... c'est devenu préoccupant. Parce qu'on a vu apparaître une convergence entre les mouvements Touareg et cette logique de l'islam terroriste. Et spécifiquement avec la personne de Yaga Ghali. Yaga Ghali, c'est une figure historique de la rébellion Touareg, qui a créé donc ce mouvement Ansar-Din qui devient un mouvement islamisé. Ce que les Touaregs au départ ne sont pas, en tout cas pas spécifiquement. C'est pas du tout l'entrée par laquelle ils se définissent, la religion, l'islam, etc. Et donc là, on a une convergence entre ces mobilisations Touareg et ces mouvements islamistes terroristes. Convergence qui se précise aussi avec le Moudjahou, qui lui est une scission d'AQMI. Donc on a plusieurs mouvements qui sont heureusement, d'une certaine façon, en concurrence. Et c'est ce qui explique aussi qu'ils ont fait des erreurs stratégiques importantes qui ont précipité les événements parfois en leur défaveur, et notamment qui ont précipité l'intervention de la France. S'ils n'avaient pas eu l'idée, parce qu'ils étaient en concurrence, de descendre dans le sud Mali, la France n'aurait pas intervenu aussi seule d'abord et aussi rapidement. Ne serait pas intervenu, plus exactement. Ne serait pas. Alors, une convergence improbable qui est quand même extrêmement fructueuse. Vous savez que ces mouvements religieux intégristes et terroristes se sont spécialisés dans l'enlèvement d'occidentaux. Je crois qu'il y a une question. Pardon. Ouais, j'avais une petite question. Vous dites qu'il y a eu un dialogue du gouvernement malien avec les Touaregs. Mais on a aussi entendu parler depuis les années 90 qu'il y avait des exactions de l'armée malienne dans le nord du pays, dans les villages Touaregs. Et on sait aussi depuis longtemps que c'est une zone au nord qui a beaucoup de problèmes d'infrastructure, d'accès à l'eau, d'accès à l'école, et que le gouvernement malien
ne donne pas aussi les moyens à cette population de vivre, en fait, tout simplement correctement. On a aussi l'impression que c'est une revendication des Touaregs pour du MNLA, par exemple, de revendiquer l'indépendance du pays pour permettre de développer en fait ce territoire. Chose que le gouvernement malien ne ferait pas par manque de budget, volonté politique. Et voilà. On va essayer on va aborder de toute façon dans les discussions. On est dans la présentation. Non, mais vous avez raison. C'est pas légitime. Vous avez parfaitement. Mais c'est pas seulement un problème qui se pose dans le Nord. Voilà, c'est dans tout le Mali. Cette question de l'indépendance. Le Mali est un pays pauvre. À répondre aux besoins essentiels de sa population. Je suis de Tombouctou. À Tombouctou, moi j'ai fait le lycée de Tombouctou. À Tombouctou, on a l'eau et l'électricité depuis les années 60. C'est le nord du Mali. Et va à Tikasso, dans l'extrême sud, dans les villages, ici, les gens n'ont rien, ils sont malades, ils n'ont pas de santé, c'est pas du système Le Mali fait partie des pays les plus pauvres du monde, les 5 pays les plus pauvres du monde. Ce n'est pas un problème du nord du Mali. Le nord du Mali a été énormément doté. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé des flux et des réseaux, parce qu'il y a des populations qui n'ont jamais accepté simplement aussi d'être dans un système qui puisse être dans la construction. On a parlé de 5 rébellions dans cette zone, 5 rébellions. Et vous savez combien de fois, chaque fois, il faut tout casser, il faut reconstruire. Bon. Parce que c'est quelques personnes qui instrumentalisent. Chaque fois, ça vient de l'étranger. Les Touaregs qui prennent les armes sont toujours venus souvent de Libye. Kadhafi a ouvert un consulat à Kidal dans les années 2000, alors qu'il n'y a pas un seul Libyen. Donc, oui, après les Pakistanais sont venus s'installer, après évidemment, Céline vient de l'aborder. Il y a des Maliens qui travaillaient en Libye. Oui, il y a des Maliens qui travaillent. Mais c'est pour ça que j'ai dit donc que c'est très compliqué. Le Mali est un pays de diaspora, il y a 4 millions de Maliens qui vivent à l'étranger. Donc c'est pas seulement les Touaregs. Il y a 2 millions de Maliens en Côte d'Ivoire, il y a des Maliens en France ici, voilà, il y a 100 000 Français, 100 000 Maliens qui vivent en France. Est-ce que vous voyez les Soninké envoyer prendre des armes pour les libérer de la région? Et ils sont extrêmement pauvres pourtant. Allez-y à Cagnes et dans les villages Soninké pour voir la misère. Les gens envoient de l'argent pour financer des écoles et même payer des enseignants. Pour contrebalancer un peu ça, c'est vrai que, par exemple, si on compare avec ce qui s'est passé au Niger, manifestement, les autorités politiques maliennes n'ont pas été capables de répondre à cette demande des Touaregs d'intégration au départ. L'idée de la sécession, elle est finalement assez... Mais l'État malien a répondu à cette demande d'aucune autre population. Parce que vous faites le tour du Mali, on retrouve le même souci partout. Les populations sont en demande et l'État ne répond pas. Non, l'État est faible. Oui. La décentralisation a été trop poussée pour un État qui n'a pas de ressources. C'est ça qui s'est passé. Quand on fait une décentralisation et qu'on ne donne pas les moyens des collectivités d'exister, très rapidement, les dirigeants, les élites locales se transforment avec ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent. Quand on ne peut pas élever des taxes pour avoir des ressources, là on est à la cube ici. Vous savez ce que c'est une collectivité, il faut la faire fonctionner. Il faut des budgets, il faut des finances, Donc c'est ça qui a manqué. Le Mali a mis en place un projet ambitieux de décentralisation, et sauf qu'on n'a pas à côté eu l'apport nécessaire en termes de financement. Donc très vite les maires, les conseils de cercle se sont transformés en prébendes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je précise souvent pour mon ami que les élites locales du nord du Mali étaient presque exclusivement tous Touaregs ou Arabes. Alors qu'ils sont extrêmement minoritaires. Et ça pose des problèmes de démocratie d'ailleurs. Si on a des discussions, des élections ouvertes, donc ça pose que ce n'est pas un problème de Touareg, pas un problème de Touareg seulement. Mais évidemment, il y a certains Touaregs qui ne se reconnaissent pas dans le Mali. Et ça existe. C'est pour ça que ces gens-là, il va falloir que le Mali réponde à comment intégrer, notamment les Touaregs de là-bas, qui se sentent vraiment pas maliens. Donc c'est ça que se disent ces gens qui sont aujourd'hui dans le MNLA. Mais pourquoi prendre les armes? C'est ce système-là que nous... Et puis venir derrière avec ACMI, avec aujourd'hui en Sardine et toute la situation qui est actuelle de ce pays. Mais sur les questions de développement, sur les questions de pauvreté, c'est toute le Mali qui est pauvre. Ce n'est pas seulement le problème du Nord. Et dans le Nord, par rapport à la densité, elle est tellement faible que les gens ont un cadre de vie nettement supérieur aux gens du Sud. C'est quelqu'un qui a parcouru le Nord du Mali peut se rendre compte très vite. Il y a une misère
Mais il n'y a pas la misère de Bamako ou des grands quartiers du sud. Moi j'étais au lycée de Tombouctou, on avait 17 livres chacun qu'on nous donnait pour ramener à la maison. Parce que la bibliothèque était garnie, on avait toutes les aides par rapport à des collectivités du sud. Ce qu'on n'avait même pas vraiment tout. Toutes les élites maliennes, et regardez le nom des ministres, des machins, la plupart viennent du nord du Mali, c'est pas pour rien, parce que dans ces zones-là, il y a une longue tradition culturelle, les gens vont à l'école, les gens savent l'intérêt de l'école, et puis les écoles sont richement dotées parce qu'elles sont pas, les populations ne sont pas nombreuses. Nous, on n'était même pas 700, tous les lycées de Tombouctou. Va au lycée Askia Mohamed à Bamako, tu arrives en état, tu n'as pas de place même pour s'asseoir. Il y a combien de groupes ethniques au Mali? Il y a une trentaine de groupes ethniques, mais des grandes ethnies, il y a à peu près une dizaine. Mais qui se connaissent depuis des siècles parce que le Mali est une vieille terre de civilisation. Et elles se mélangent? Elles se mélangent, et elles se mélangent très bien. C'est pour ça que certains sont gênés par ce mélange. Notamment, le discours de Yéménéla, c'est un discours simplement réactif et défensif. Voilà, on est une petite minorité de blancs, on ne peut pas être gouverné par des noirs. Le Mali, pour eux, est un pays de Bambara. Je dis non, ça n'a jamais été un pays de Bambara, le Mali. Évidemment, les Bambara sont majoritaires. Ils ne sont même pas majoritaires, ils sont 23%. Mais la langue est parlée à 80%. Mais elle est parlée par d'autres. Mais toutes les ethnies, le Mali n'a que des grandes ethnies, qui sont, je viens de le présenter, toutes transnationales. Donc les Touaregs n'ont pas cette exclusivité. Les Peuls sont sur toute la bande sahélienne, depuis la Centrafrique jusqu'au Sénégal. Et ils sont nomades aussi. Et ils vivent avec les Touaregs ici, dans la zone, de toute cette zone-là. Voilà. Donc le problème, il est de l'accès au territoire et comment sécuriser. Moi j'ai toujours dit que la dynamique, elle commence là. Quand on a des acteurs qui ne veulent pas jouer le jeu, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut les mettre dans tous les postes, on peut leur donner même le Mali, ils vont toujours continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est d'abord ça. Par contre, évidemment, ils vont instrumentaliser certaines choses. C'est sûr que donc là, pour le cas des Touaregs, c'est facile de dire oui, mais l'ethnie, voilà, regardez, on est brimé, on est machin, on est massacré par l'armée malienne. Bon. Typiquement, l'explication culturaliste est une des explications toujours invoquées pour expliquer les conflits africains, et c'est typiquement, en gros, un instrument très utile et très pratique de mobilisation, de légitimation ou de délégitimation dans un pays. L'autre ensemble, alors je vous ai mis la carte pour que vous voyez la situation actuelle, enfin, jusqu'à ce que Serval arrive, vraiment une scission nord-sud. L'autre ensemble d'explications, c'est des explications économicistes. On va vous trouver des raisons en termes d'intérêt économique. Alors, le pays n'est pas dénué de capacités et de ressources, mais ces capacités et ces ressources, elles sont très largement concentrées dans la zone de la boucle du fleuve Niger, comme vous le voyez. Donc, ça touche une partie du nord, mais le reste du nord est quand même pas extrêmement intéressant d'un point de vue économique. Une autre explication, ça va être la question du pétrole, parce que vous savez que le Mali est sans doute un des prochains terrains possibles pour le pétrole. Là, on est dans l'ordre. Alors, il y a des permis de prospection qui ont été délivrés ces dernières années, avec le découpage du Nord Mali en tranches. Trois zones pétrolifères qui sont a priori identifiées, mais on est sur quelque chose qui n'est pas de l'ordre du certain. C'est-à-dire qu'on extrapole très largement sur les conditions géologiques équivalentes que l'on a trouvées ailleurs dans la sous-région, la nature des sols, etc., pour estimer qu'on peut potentiellement avoir du pétrole. Ce pas des ressources qui sont prouvées, c'est des ressources qui sont estimées pour l'instant encore. Et qui sont très largement sur des zones frontalières, ce qui va poser un certain nombre d'autres problèmes. Et d'ailleurs, qui montre justement que l'Algérie est extrêmement soucieuse de ce qui se passe. Parce que la Sonatrach, l'entreprise algérienne du pétrole, avait des concessions dans le bassin de Tombéni. Et Tombéni, qui est donc prometteur selon certains spécialistes. Mais pour l'instant, dans le nord du Mali, il n'y a vraiment que de... Au niveau des mines, on a juste du phosphate ici, qui avait commencé à être exploité. D'ailleurs, l'usine a été totalement pillée et cassée par les MNNA dès qu'ils sont rentrés.
Alors, donc c'est une des explications qui n'est pas forcément très probante. Il y a effectivement des enjeux aussi en termes de route énergétique, avec dans la sous-région un potentiel intéressant, effectivement, qui vous est sans doute pas inconnu. Mais de fait, les piliers de l'économie malienne, c'est pas le pétrole et c'est pas ces différentes sources énergétiques, c'est très clairement l'or, l'élevage et le coton. Avec une localisation qui n'est pas non plus dans le nord. Les principales mines d'or, le Mali est quand même le troisième exportateur d'or africain. Les mines d'or sont situées dans le sud et elles sont exploitées par des intérêts dominés par les Sud-Africains. Anglo-Gold et Randgold, ce sont des Sud-Africains. Donc c'est même pas une question occidentale. Bon, l'explication économique, elle n'est pas suffisante en soi. C'est un des déterminants, mais c'est pas ça qui permet de comprendre l'intérêt qu'il peut y avoir à aller déstabiliser la sous-région ou à s'implanter dans la sous-région. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, quels sont les déterminants de la sortie de crise cette fois? Et là, on est dans une situation qui est extrêmement complexe. Là, c'est une photo de l'armée malienne qui a défilé pour la fête du 60e de l'indépendance. On ne les a jamais vus aussi bien équipés, aussi bien ordonnés. Enfin, c'est tout à fait illusoire de la capacité réelle de l'armée malienne. Donc peut-être que là, je peux te... Le problème de cette sortie de crise, c'est qu'on est dans un contexte qui est extrêmement instable et difficilement gérable au niveau du pouvoir malien. Et ça, c'est une donnée de base. Pour toute intervention extérieure, quelles que soient les modalités, si on ne sait pas sur qui on s'appuie en interne, qui on va mettre en place, est-ce que l'on va soutenir, on ne peut rien faire. Et là, typiquement, la junte militaire arrivée au pouvoir par ce coup d'État improbable a vraiment contribué à totalement brouiller les cartes et saper les chances d'une solution qui fasse consensus en interne. Oui, alors l'intervention française, donc l'opération Serval, qui est intervenue donc, début janvier, le 11, pour stopper l'avancée des djihadistes, parce que justement, le Mali, depuis un an, nous, on a essayé, au niveau de l'association que je mène avec Moussa Koné, à sensibiliser, à expliquer, à dire que voilà, le problème est aussi complexe, ce n'est pas seulement un problème de blanc contre noir ou de nord du Mali qui n'a rien à voir avec le sud du Mali. Parce qu'il y a eu énormément de désinformation. D'abord, c'est la faillite d'un pays, c'est la faillite d'un État et de son système collectif. Pourquoi après? Donc, évidemment, des mouvements se sont engouffrés parce qu'ils ont trouvé effectivement que la place est libre. Et on se retrouvait donc avec des djihadistes qui contrôlent 800 000 km². Et moi, je me disais, j'avais fait un interview dans le Sud-Ouest en juillet, en disant, mais est-ce qu'on peut laisser des mouvements qui se réclament de Al-Qaïda contrôler 800 000 km² à 4 heures de vol d'ici? À cette époque-là, personne ne nous écoutait. On disait, oui, mais voilà, c'est le problème africain, ça se déchire entre eux, ils sont habitués. Donc là, on avait vu, quand on a vu les colonnes essayer de descendre sur Mopti et qui pouvaient prendre totalement le Mali entier, là, on rentre dans une autre dimension. Bon, aujourd'hui, l'intervention a été, pour l'instant, un succès. Les villes ont été rapidement récupérées, parce que les djihadistes n'ont presque pas combattu, en dehors de Djabali, je ne sais pas si Djabali et Konna, où il y a eu vraiment des affrontements, voilà, donc dans cette zone-là, ici. Et là, on les a presque pas vus, donc maintenant, l'essentiel se fait dans la zone de Kidal. Mais ce qui est sûr, il y a eu un effet, je vais essayer d'être rapide pour qu'on puisse discuter. L'effet, ça a été surtout, on a revu un président intérimaire qui n'existait presque pas, qui avait peur de prendre des décisions, donc qui commence à s'affirmer, avec surtout une possibilité maintenant de rentrer dans la transition. Donc, des élections, il y a une feuille de route qui vient d'être donnée, avec des élections rapidement, et puis maintenant, comment tout ça c'est lié au fait que, est-ce que la paix va revenir ou pas? Parce que ça ne suffit pas de récupérer les villes, maintenant c'est comment après sécuriser. C'est pour ça que je dis sur ce côté-là, le pouvoir malien sait le faire, les Maliens savent le faire, discuter, trouver des moyens de se réconcilier, parce que moi je trouve qu'il n'y a pas d'autre voie à ça. Par contre, l'intégrité du territoire, la laïcité de la République, moi je trouve, voilà, elle est pas négociable.
et surtout par des groupes qui sont extrêmement infimes. Donc pour l'instant, on est à ce stade-là. Donc on verra après comment. Parce que c'est ce que je disais à Céline, que la crise est loin d'être terminée. Donc il y a un projet de formation de l'armée malienne avec des soldats avec l'Union européenne. Parce qu'on a vu la capacité réelle de cette armée sur le terrain. Et tous les discours de Sanogo étaient totalement illusoires. On estime à peu près qu'il y a 2000 hommes dans l'armée malienne qui compte 14 000 qui sont opérationnels. 2000. Donc ils ne pourraient pas faire du tout le poids face aux 1200 djihadistes déterminés. Il faut peut-être préciser que cette déconfiture de l'armée malienne, cette situation complètement de défaite de l'armée malienne, elle est un petit peu surprenante quand même. C'est-à-dire que depuis 2002, il y a des initiatives qui viennent notamment des États-Unis pour justement essayer d'organiser une capacité africaine d'interposition et de gestion de la situation au Sahel, la PAN Sahel Initiative. Et puis la Flintox, il y avait aussi une opération Flintox. Qui a été élargie à l'ensemble de la zone, y compris l'Afrique du Nord dans les années, milieu des années 2000, avec des moyens importants qui ont été déversés sur ces armées, l'armée malienne, l'armée nigérienne, en termes de formation, en termes d'encadrement et en termes de moyens matériels. Donc ça, c'est aussi un indicateur du point de vue des militaires occidentaux qui encadraient, qui intervenaient dans cette configuration-là. Le Mali, c'est clairement le ventre mou. C'est-à-dire que vraiment, ne répondait pas de façon satisfaisante et ne gérait pas de façon satisfaisante cette opportunité, contrairement par exemple au Niger, où là, il y a vraiment eu des effets et l'armée nigérienne est dans une bien meilleure situation. Donc on est là dans une problématique qui va prendre du temps, et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien présenté et perçu par le public et par le prisme des médias et par la communication aussi gouvernementale. C'est-à-dire que la France est intervenue seule, de façon sans doute très contrainte, en janvier. Elle envisage de se retirer en mars au bénéfice de la mise en place d'une mission d'interposition sous mandat des Nations Unies et avec des forces envoyées par les pays de la CEDEAO plus le Tchad. Mais c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps. Au départ, les prévisions les plus optimistes prévoyaient que cette force était opérationnelle pour décembre 2013. Donc vous imaginez l'état d'impréparation de cette mission d'interposition. Et puis ensuite cette armée malienne qui est complètement, voilà, pour l'instant c'est quelque chose qu'on met devant les caméras pour montrer que c'est les Maliens qui se libèrent, mais qui en fait n'a pas de capacité opérationnelle. Cette carte-là n'est pas à jour. Vous savez maintenant que les Français sont arrivés jusqu'à Kidal. Une fois qu'ils sont là, ils n'ont rien résolu. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont sans doute détruit une partie du matériel, ils ont causé quelques pertes sans doute au mouvement islamiste. Ils ont permis aussi un début de scission entre d'un côté les Touaregs qui essayent de se distinguer et de préserver la possibilité d'une solution politique, et de l'autre les terroristes islamistes qui eux sont vraiment dans une logique jusqu'au boutiste. Mais rien n'est résolu. Ces gens-là sont juste éparpillés. Il y a un terme qui revient souvent, c'est des enquistés. Ils sont enquistés dans le territoire, ils sont devenus moins visibles, moins évidents. Ça va être une autre forme de gestion du conflit qui va devoir se mettre en place avec des moyens conséquents et du temps. Et ça va être quelque chose d'extrêmement coûteux. 50 millions par semaine. 50 millions d'euros par semaine. Voilà, avec une chose qui n'est pas si évidente. C'est pas quelque chose qui va se faire rapidement et sans dommage. Oui. Justement, par rapport à ça, j'ai une question sur la géographie du territoire. Oui. Cette zone-là, parce que là où justement les Français arrivent, oui, la zone là, c'est vrai que j'ai pu comprendre que c'était une zone qui est devenue en plus extrêmement compliquée sur le plan militaire pour le groupe. Oui, alors, moi c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. On dit oui, c'est l'Afghanistan, il y a du Moukouli. Moi je dis il n'y a vraiment pas de comparaison.
Effectivement, il y a un massif ici montagneux au nord de Kidal, qu'on appelle l'Adra des Iphoras, mais le point culminant de l'Adra des Iphoras, c'est 700 mètres. Donc arrêtons c'est pas les folles, voilà, de l'Afghanistan qui sont à 2000, 6000. Et puis, deuxième facteur, on est dans une zone qui est extrêmement aride. Le désert malien a la particularité d'avoir très peu d'oasis. Donc c'est très facile de tenir des grottes, il suffit de tenir les routes, il n'y a pas d'essence, ils ne peuvent pas aller nulle part, ils vont crever de faim et de froid. Il fait très froid dans le nord, dans le désert. Donc moi je pense que c'est pareil, on fantasme énormément dans les médias ici, vous allez voir, ce que disait d'ailleurs Noël au départ, tout de suite le combat de désert. Non, ils n'ont même pas combattu, ces djihadistes. Et puis ils ont perdu énormément ici à Konna et à Djabali par les frappes. Plus d'une centaine de pick-up ont été détruits, les réseaux ont été totalement perturbés, donc sans les réseaux, ils ne pouvaient pas faire grand-chose, ils n'ont pas de capacité de manœuvre. Par contre, il y a des risques toujours de terrorisme, surtout dans les villes, les grandes villes, Tombouctou, Gao de l'Ouest. Il y a eu quelques interceptions là, à Ouaga d'ailleurs, jusqu'à l'aéroport de Ouaga, où il y avait un terroriste qui a failli essayer de rentrer dans un avion avec une bombe ou quelque chose de piégé. Donc ces risques-là existent. Mais nous, ce que je dénonçais depuis longtemps, c'est le fait de laisser des territoires entiers sous contrôle de ces mouvements et qui étaient manifestement beaucoup plus intéressés par le trafic et le business que de les administrer, dans le sens vrai du terme. Et puis la population, on l'a dit, la population, elle a subi, mais elle n'a pas collaboré, contrairement à ce qu'on a dit, même les Touaregs, à Kidal, et c'est pour ça qu'il y a eu cette scission d'ailleurs. Bon, la scission, certains ont commencé, ils ont suivi Yad Agali dans son projet, simplement par affinité, par allégeance. Voilà, il est le grand chef incontesté de la rébellion, il décide de s'allier avec AQMI, on le suit. Mais sauf que quand on a commencé à couper des mains, des bras, à couper des pieds, et certains étaient hésitants. Bon. Et aujourd'hui, ce sont ces gens qui parlent. Donc le MIA, ce mouvement qui a été créé dans le sillage de Ansardine, mais sauf que quelle crédibilité, quoi. Le numéro 2 des Ansardine est le patron de ce mouvement. Et il crée son mouvement en disant, oui, mais moi je suis là pour discuter avec l'armée française. C'est pas forcément un terrain, géographiquement parlant, en termes de toponymie, etc., plus compliqué que l'Afghanistan, effectivement, mais c'est immense, avec très, très peu de peuples, enfin, une densité extrêmement faible. Et donc ça demande des moyens considérables si on veut sécuriser ce périmètre-là, qu'on n'a pas en l'état, que la France n'a pas, que l'Europe n'a pas, ou ne voudra pas mettre. Oui, c'est simplement un moyen de surveillance. Alors, la France reste juste à Thessalite avec quelques avions. Les choses pour les armées africaines sur le terrain. Moi, je pense que les choses peuvent rapidement se décanter. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements, des gens qui avaient fricoté donc avec les djihadistes, ils vont très très rapidement se rendre compte que ce n'est pas payant. Et ils retournent leur veste. On est dans une zone où les gens savent le faire aussi. Et d'ailleurs, le MNLA, pourquoi il a été vidé de sa substance? C'est parce qu'il a perdu tous ses élites, tous ses cadres pour Ansardine. Au départ, c'était le mouvement qui était le plus puissant. Dès qu'ils ont mis le grappin sur le nord du Mali, ils se sont rendus compte très très vite que le deuxième mouvement, Yad connaissait beaucoup plus le terrain, il avait ses réseaux chez les chefs tribaux, et puis ils avaient surtout du cash par rapport au MNLA qui avait ce soutien ici en Occident et qui communiquait très très bien, mais sauf que sur le terrain, les gens ils veulent du cash. Donc très rapidement, tous les combattants du MNLA ils ont migré vers Ansardine et puis le Mijao, et le MNLA est resté coincé à Gao, ils ont fini par l'éjecter. Donc il y a aussi ce jeu-là, et moi je pense que c'est ce jeu qu'on doit. On ne peut pas, l'instrumentalisation et puis le rôle des acteurs. Et on a des acteurs qui sont mouvants, qui changent de position, et d'ailleurs, quand on regarde le discours du MNLA depuis le début, ça a été comme ça. On est laïque, mais on signe des accords avec des islamistes. Après, on est coalisé contre l'armée malienne. Ensuite, et aujourd'hui, ils sont maintenant presque en intelligence, soi-disant, avec l'armée française pour sécuriser, pour l'aider à retrouver les otages. Alors, on va voir le résultat. Mais moi, je dis simplement attention, parce que si on doit, dans le processus de sortie de crise, remettre le nord du Mali à ces gens-là, je dis, on va encore se retrouver dans 5 ans avec une nouvelle rébellion. Parce qu'ils sont totalement décrédibilisés.
quel crédit on peut avoir à des... Najim était lieutenant-colonel de l'armée de Kadhafi, le chef militaire du MNLA. Donc c'était pas des gens, des petits gars. C'est des gens qui savent ce qu'ils font, qui savent quelle posture prendre et qui auraient un dessein politique. Et sauf que voilà, ils se sont embarqués dans une aventure où tout le monde leur avait dit au Mali, sans usure, en disant mais c'est grave, on ne veut pas la guerre, personne ne voulait la guerre, ces populations sont extrêmement fatiguées, chaque 5 ans, des camps de réfugiés, en Mauritanie, au Burkina, en Algérie. Donc le problème il est aujourd'hui même dans la communauté touareg malienne. Et certains commencent maintenant à parler, à dire mais ça suffit. On utilise toujours le nom des Touaregs chaque fois pour nous embarquer dans des guerres. Et qui sont les victimes? C'est toujours les pauvres gens qui sont en bas et qui vivent pourtant avec tout le monde. Je vais juste apporter un bémol avant de passer des questions. La solution, elle ne pourra passer que par un aménagement territorial du pouvoir, de toute façon. Quels que soient les interlocuteurs qu'on va arriver à trouver, que ce sera les Touaregs, pas que les Touaregs, il faudra passer par un aménagement territorial qui jusqu'alors est refusé par les autorités, la nébuleuse qui sert d'autorité politique dans le pays. Et qu'est-ce que vous entendez par aménagement territorial? Système fédéral? Alors, il y a plein de possibilités d'organisation. Hein. Il y a un éventail, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, dans la politique territoriale. Il y a plein de possibilités. Effectivement, ça peut être une fédération, mais ça, politiquement, c'est très très loin. Pour tous les Maliens. Mais une fédération, ça suppose une réforme de la Constitution. Oui. Aucun Malien ne le voudra. Et d'ailleurs, on a vu, pendant que Hollande était à Bamako, et une large décentralisation, moi je pense que là, on sera dedans. Une autonomie interne pour une zone. Kidal, c'est même pas 20 000 habitants. Toute la région, c'est à peine 30 000 habitants. Toute la région. Alors, quelle organisation, sinon simplement distribuer des postes? C'est pour ça que je dis souvent, un aménagement territorial, là, c'est incontournable. Donc, pour tout le Mali. Une décentralisation avec une déconcentration, moi je pense plutôt à un système comme ça. Les gens qui préservent les identités, mais qui sera discuté par les Maliens dans une conférence inclusive où toutes les communautés viendront. On va peut-être laisser la parole. Il y avait deux questions derrière. Et puis oui. Je pense qu'on a bien compris la question du pays en lui-même, de la sous-région, etc. Par contre, vous n'avez pas forcément abordé la question des intérêts géopolitiques étrangers. Je pense au Qatar, notamment, il a beaucoup été question du fait que le Qatar financerait les mouvements islamistes. Alors, il n'y a pas eu actuellement de preuves. Notre ministre, un des ministres français s'est rendu là-bas et a dit que clairement le Qatar ne finançait pas ces groupes islamistes, mais clairement le Qatar a des intérêts en France. Donc, est-ce qu'on peut, d'un point de vue diplomatique, dire que le Qatar est un financeur? Je ne pense pas. Ensuite, moi j'aimerais poser la question aussi de la légitimité de l'intervention en France et de la France au Mali et les conditions dans lesquelles cette intervention a été réalisée. Le Parlement n'a pas été consulté. Le mandat des Nations Unies est arrivé par exemple après le début de l'intervention. On se pose la question de l'intérêt français là-bas. Pourquoi la France intervient seule alors qu'elle a 5 bases permanentes en Afrique. Ça fait presque, je crois que c'est la 57e intervention militaire française en Afrique depuis les indépendances. Ça pose énormément de questions sur les intérêts géostratégiques de la France au Mali. Si vous aviez quelques éclairages à nous apporter là-dessus, ce serait intéressant, je pense. Mais alors, moi sur le Parlement, évidemment, c'était une question extrêmement urgente. Donc on a c'est des questions de souveraineté, c'est le président de la République qui décide. Donc évidemment, le Parlement devrait être consulté d'ailleurs après. Il y a un débat qui sont prévus. Mais pour tout ce qui est de la conduite de la guerre, en général, on ne consulte pas le Parlement avant de donner des trucs. Après, sur la légitimité, moi je trouve que là, pour la première fois, voilà, on est fier d'être français et en tout cas franco-africain, moi personnellement, puisque je disais, je me suis battu pour expliquer que ce pays était en coupe réglée, en train de descendre dans des abîmes dont personne n'écoutait. La France intervient là vraiment pour des raisons purement
humanitaire, pour l'instant. Mais après, il y a des intérêts derrière, forcément. Parce que l'Afrique de l'Ouest, la France a des intérêts beaucoup plus en Côte d'Ivoire, au Sénégal et l'uranium au Niger. Mais le Mali, actuellement, franchement, il n'y a pas grand-chose. Alors on n'est pas du tout dans quelque chose qui est dans un cadre totalement illégal, pas du tout. Hein. Alors effectivement, il y a la question de l'urgence par rapport au Parlement français, mais dans le contexte des Nations Unies, on a très clairement une résolution fin décembre 2012 qui prévoit alors l'intervention d'une force africaine. Voilà. C'est là où... C'est là que ça va affaiblir encore plus le Mali au niveau énergétique. C'est pas une guerre plutôt contre les Chinois qui, depuis 20 ans, se rapproprient les intérêts français dans la zone. C'est pas une manière plutôt pour la France de justement récupérer la course aux matières premières au détriment du Mali, qui, on l'a vu sur les cartes, finalement ont que 15 ou 20% des ressources qu'ils peuvent récupérer, et que toutes les ressources finalement sont pillées depuis quand même très longtemps. Les ressources sont au Niger, c'est l'uranium au Niger qui inquiète vraiment. Nous, là, la France, 50% de l'approvisionnement de nos centrales nucléaires vient de Areva ici, Arlit. Mais vous voyez bien sur la carte, donc, le Niger aussi est concerné. Alors, elle est dans la zone géopolitiquement donc, du conflit. Si le Mali tombait, il n'y a aucun pays voisin qui pouvait résister. Et donc, c'est vrai que l'intervention française, elle permet aussi d'éviter justement cette espèce de chute de domino. Et puis, je ne parle pas des conséquences après sur le plan humain. Et puis, il y a aussi des poids de l'histoire. C'est l'Afrique francophone. Hein, donc, mais on n'est pas du tout, à mon avis, dans les interventions classiques de la France-Afrique. Typiquement, la France a voulu éviter vraiment, les autorités françaises ont vraiment voulu éviter de tomber dans ce genre de voilà, mais bon. Oui. Je suis Andréma, je m'occupe des relations internationales à la CUE. Je ne suis pas du tout africaniste, mais néanmoins j'ai eu l'occasion de discuter récemment avec le leader des Touaregs du Nord Niger, qui était de passage aujourd'hui, et qui a donné quelques éclairages sur ça, et je voudrais vous partager avec vous les réflexions qu'on a eues ensemble. Il se posait beaucoup de questions, et moi aussi du coup, sur l'anticipation de ce conflit. Vous le dites vous-même, on savait beaucoup de choses depuis de nombreuses années, et lui dit notamment qu'on avait précisément identifié des gens, des leaders, qui s'exprimaient à la télé, donc pourquoi on n'est pas intervenu, il y a déjà plusieurs années, sur ces gens-là? Moi ça me pose vraiment question. Pourquoi on les laisse se balader dans la nature? Voilà. Et je ne veux pas croire que nos grands géostratèges ou diplomates du Quai d'Orsay ne le savaient pas. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, en termes d'anticipation, je crois qu'il y a un outil qui n'est pas forcément évident et que vous ne citez pas, qui est la coopération décentralisée. Vous parlez de renforcement des capacités locales, de travail sur la décentralisation, de faire monter en puissance les maires. Il y a un outil en France qui s'appelle la coopération décentralisée, qui est donc les relations entre les gouvernements locaux, hein, entre la CUE, entre ses homologues sur place, qui n'est pas forcément très valorisé, très bien expliqué. On se demande souvent pourquoi la CUE irait coopérer avec des villes d'Afrique. Justement, parce que je crois qu'il y a un rôle de prévention des conflits. Voilà. Aussi par le renforcement de la capacité des villes, d'organisation et de planification du territoire. Voilà, je voulais partager un peu avec vous ces observations et ces interrogations. C'est vrai que les sujets sont vastes. Effectivement, la coopération décentralisée est un axe majeur si on veut justement trouver une solution dans la gestion de ces territoires. Parce que, comme je vous ai expliqué, c'est des territoires très vastes, avec très peu de population. Donc c'est le vivre ensemble qui est en jeu. Le vivre ensemble avec quelles ressources? Ouais. Donc, le Mali avait lancé les politiques de décentralisation sans se préoccuper de la gestion après quotidienne de ces collectivités. Et c'est ça qui s'est mal passé, qui fait que la plupart des acteurs locaux se sont transformés en trafiquants ou en businessmen. Oui, en mafieux, quoi. Ou en mafieux, simplement, parce que l'argent, il vient de ces réseaux. Quand tu es trafiquant de drogue, c'est des millions. Dans une zone extrêmement pauvre, donc il y a des personnes, des big man, qui ont émergé très rapidement et qui ont vidé donc ces politiques locales de leur contenu.
Les maires n'ont aucun pouvoir face à ces puissances-là, face à ce pouvoir-là. Enfin, si on ne leur donne pas ces moyens-là, ils tombent facilement dans la corruption. Et puis l'État au Mali, le nord du Mali, s'est énormément désengagé par des différents accords de paix, toujours pour essayer de trouver une solution durable à cette rébellion cyclique dans le nord du Mali. Il y a eu des désengagements de l'armée de tous les postes dans l'extrême nord, qui étaient dans les accords, les derniers accords en date, celui de 2006, avec les fameux accords d'Alger, incitaient encore l'État à retirer tout ce qui est de ces forces régaliennes. Et donc, du coup, on a la région de Kidal qui est devenue une zone grise depuis 10 ans, donc, qui échappait presque au contrôle de Bamako, du fait de ces accords. Et certains chefs locaux étaient tous des anciens officiers de l'armée malienne. Je ne parle pas de Baranga ou de Fang, qui étaient des lieutenants-colonels de l'armée malienne, qui désertent et qui créent leur rébellion pour faire chanter le pays, le pouvoir central. Donc, tant qu'on ne comprend pas aussi ce jeu-là, évidemment, on peut toujours disserter, on peut toujours voir le problème seulement sur le prisme ethnique, alors qu'il est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe que ça. Sur la question de la communauté internationale, il y a plusieurs choses. Il y a les déterminants politiques. Pourquoi est-ce qu'on intervient en Libye et pas en Syrie? Parce qu'on intervient au Mali. Il y a quand même beaucoup plus de morts en Syrie qu'au Mali. Il y a des déterminants politiques, il y a des déterminants aussi matériels, pratiques. C'est-à-dire que le stock de capacité d'intervention des puissances occidentales, il n'est pas élevé. Donc la France est intervenue là parce que c'est des gens qui sont quasiment directement revenus d'Afghanistan pour se retrouver peu de temps après au Mali. Et il y a plein d'autres pays qui ont cette contrainte. Je vous parle d'intervention sur des gens ciblés que l'on connaît, dont on sait qu'ils ont une capacité de nuisance extrême, et qu'on laisse... Il y a une question qui est la souveraineté d'un pays, tout bêtement. Et le Mali aussi avait privilégié la solution de négociation par rapport à la résolution du problème Touareg. Parce que jusque-là, on a intégré beaucoup de Touareg, et dans les gouvernements maliens, et dans l'armée malienne, et dans l'administration malienne, il y a des Touaregs un peu partout. Donc, comme le disait tout à l'heure Ibrahima, c'était le choix d'une solution négociée. Absolument. Contrairement à des pays comme la Mauritanie ou le Niger, où on s'est positionné contre la négociation. Donc là-dessus, par rapport à juste une précision, parce que les premières rébellions Touareg, ce n'est pas dans les années 2000, c'est en 63-64. La première république, avec Modibo Keïta, il y a eu une rébellion Touareg qui a été durement réprimée en 63. Ça a commencé en 63 jusqu'en 1964. Donc c'était juste une précision que je voulais faire par rapport à ça. Et qui était lié à l'idée de la décolonisation. Il y avait la tentative de créer un espace. Non, justement. Un espace, si, la France, voilà. Qui a créé beaucoup de frustration, de tension, et tout après l'indépendance, effectivement. Oui. Et d'ailleurs, qui continue justement. Les indépendantistes Touareg se basent justement sur ce projet de Locrèze, qui était un projet de la France à la veille des indépendances, de créer un État saharien dans sa stratégie de contrôle des gisements pétroliers algériens. Donc de récupérer les départements sahéliens du Niger et puis avec les départements algériens de créer un État. Donc la France, De Gaulle avait reçu quelques chefs Touareg et avait donc essayé de leur parler de ce projet. Sauf que le projet a été torpillé très rapidement par les élites, enfin par Modibo Keïta et puis les nationalistes algériens qui voyaient là un jeu trouble. Donc ça n'a pas marché. Et c'est depuis donc c'est ce discours qui continue, le projet des presses, certains veulent le faire ressortir en contestant les frontières qui sont issues de la colonisation. Et la France, qui était en Algérie, et le Mali, donc d'ailleurs c'est des frontières qui sont des frontières tracées comme la plupart des frontières africaines, mais qui ont un sens. Par contre, on instrumentalise la frontière. Oui. Je voulais juste, je vais poser en vrac, on a parlé de l'intégration des Touaregs dans les institutions et puis leur défection, des retournements de veste continus, du MNLA qui est un coup avec Ansar-Eddine, un coup contre, qui joue un jeu trouble. Est-ce qu'il y a... quels sont les acteurs qui disposent, dans le Nord Mali dans son ensemble, d'une légitimité politiques qui sont encore en lien, puisqu'on parle des élites Touareg, il y a des Touaregs qui siègent à l'Assemblée nationale, qui font partie du gouvernement, qui visiblement ne disposent plus d'une légitimité au regard des populations
locales. Est-ce qu'il y a une structure, on a vu que les municipalités les cercles ne disposent pas d'outils pour répondre. Est-ce qu'il y a des leaders tribaux, même si c'est des petites, même si c'est des groupes sociaux qui sont de taille réduite, est-ce qu'il y a encore des gens qui, par leur prestige traditionnel ou autre, qui disposent encore d'une légitimité? Est-ce que quand on va vouloir reconstruire le Nord Mali, on va pouvoir identifier rapidement des acteurs qui pèsent, pas des mecs qu'on aura choisis. Voilà, exactement. Ils existent, bien sûr. Et d'ailleurs, quand Roland est allé à Tombouctou, il avait été reçu, il est allé à la mosquée de Dingalwé, il a été reçu par l'imam de la mosquée de Dingalwé, qui est une autorité, et Sayouti, qui est une autorité, et c'est lui qui, quand les djihadistes sont rentrés, il avait ordonné carrément à la population de ne rien faire, une espèce de résistance passive en disant, bon, voilà, l'armée malienne a fui, donc lui, il est une autorité morale très forte. À Kidal, il y a Intala, dont un de ses fils d'ailleurs, justement, était le numéro 2 de Ansardine, qui est un vieux charismatique que le Mali salarie presque, parce que il est l'abbé local des Touaregs de l'Agra. Et lui, il est toujours bien vu du côté de Bamako, il a toujours une influence sur sa communauté, il reste à Kidal. Son fils, qui était député malien, qui avait rejoint le MNLA, et c'est lui qui est aujourd'hui le patron du MIA, le nouveau mouvement qui veut négocier avec la France, et forcément donc avec le pouvoir malien. Donc, c'est pour ça que je dis, on a des acteurs identifiés, connus à l'intérieur. Par contre, non, le MNLA, dans sa direction actuelle, moi je ne vois pas qui a une existence, une base au pays sur le nord du Mali actuel. Ils sont très présents en Europe, ils sont très présents au Burkina Faso. Ils ont été chassés depuis 9 mois. Ben, ils ont par contre une puissance médiatique. Ils continuent à s'exprimer pour l'autodétermination, une fédération. Au départ, c'était l'indépendance. Ils avaient créé déjà même leur gouvernement. Donc maintenant, comment réintégrer le MNLA dans le jeu? Qu'est-ce qu'il pèse réellement? C'est ça, c'est à ces questions-là qu'on va voir rapidement. Et qui ne sont pas anodines si on veut avoir une paix durable. La deuxième petite question que je me posais, c'était le Niger est revenu, vous en avez parlé un petit peu, et moi j'ai entendu plusieurs fois le Niger cité comme une espèce d'exemple du traitement de la question Touareg. Alors vous avez évoqué le fait qu'ils avaient une réponse sécuritaire, mais oui, et que donc ça avait calmé les velléités de prendre des armes, etc. Est-ce que c'est vraiment ça qui a fait la différence? Mais manifestement, parce que le Niger a été... Le Niger a plus de Touareg que le Mali, d'abord. Ça, c'est une petite précision. Le Niger est la première communauté Touareg dans tous les 5 pays sur lesquels les Touaregs se retrouvent. Donc le Niger a eu une solution combinée. Fermeté sur le plan sécuritaire, et puis, en même temps, discussion et forme administrative, décentralisation. Et ça marche. Au Niger, et c'est pour ça que les Touaregs nigériens même prenaient les Touaregs maliens en disant mais vous êtes complètement cinglés, vous avez tout au Mali par rapport à nous, et pourquoi vous prenez les uns et vous demandez la sécession d'une région où vous êtes extrêmement minoritaire, où vous vivez avec les gens, où à Bamako vous avez eu des postes parmi les plus éminents. L'actuel troisième vice-président de l'Assemblée nationale est un Touareg malien, il n'a aucun problème pour vivre à Bamako. Le président de l'équivalent du Sénat, le Haut Conseil des collectivités, c'est un Touareg, et puis à Bamako, il n'a aucun problème. Bon, on va dire que oui, mais ça n'a pas de légitimité. Mais ce sont des faits. Le gouverneur militaire, celui qui avait mené la rébellion contre le MNLA et Gamou, il était basé au Niger. Gamou, il a 500 hommes avec lui, il est resté toujours fidèle à l'armée malienne, il est aujourd'hui à Gao. Donc c'est pour ça que je dis souvent, bon, c'est des questions compliquées, on a tendance très facile chaque fois à banaliser, à dire mais les Touaregs maliens ne sont pas tous des djihadistes, ne sont pas tous des pro-indépendance, beaucoup vivent avec des populations avec lesquelles ils sont en relation depuis des siècles, et ça se passe bien. Par contre, il y a effectivement, chaque année ou chaque cycle de violence complique la situation, fait des destructions. Le MNLA, quand il est rentré dans ces villes, il a tout saccagé tout de suite, les écoles, les mairies, tous les services publics à terre.
Donc on a 50 ans de recul en arrière, et maintenant il faut encore non seulement construire, et puis réconcilier. Et c'est ça, c'est cette économie qu'on aurait pu faire en évitant de précipiter. Et là, je vous rejoins sur la prévention. Moi, j'avais vu, dès que Kadhafi était tombé, je me dis, mais qu'est-ce qui allait prendre? On savait que c'était les pays sahéliens. C'est pas la guerre de Libye qui a tout déstabilisé. Mais bien sûr, mais bien sûr, on le savait. On le savait. On le savait d'autant plus que la Libye n'est toujours pas pacifiée. On sait que le sud Libye, les groupes contrôlent des pans entiers des arsenaux de Kadhafi. Et que le Sahara est un espace où tout le monde circule depuis des siècles. Et c'est pour ça d'ailleurs, je trouve curieux, ces Touaregs qui veulent un État, en disant que oui, on est nomades. Oui, mais vous avez toujours circulé, les nomades circulent, ils continuent à circuler. Mais par contre, il y a un projet différent, c'est des gens qui ne veulent pas simplement un système de démocratie, mettre en place des institutions qui soient durables et qui puissent être représentatifs de tout le monde, de la composante de toute la population. Et c'est ça qui se joue aussi là-dedans. Mais le Mali n'a jamais nié sa pluralité. Le tamashek, la langue de Touareg, fait partie des 10 langues nationales du Mali. Et il y a même une émission télévisée de journal parlé en tamashek, à Bamako. On parle beaucoup de la résolution du conflit. Je pense qu'il y a une question qui me paraît extrêmement importante, c'est la question de l'appropriation par les populations, par les peuples, des richesses dégagées par les matières premières, par les ressources dans l'ensemble du continent africain. Alors, on parle du Mali, mais je pense que la question est assez générale en Afrique. Il y a, depuis les indépendances, concrètement, il y a des mécanismes politiques, économiques et militaires qui maintiennent l'Afrique dans la pauvreté. Clairement, ces pays-là ne se sont absolument pas développés depuis les indépendances et on ne se pose pas la question de pourquoi, alors que concrètement, l'Afrique est le continent le plus riche en matières premières. Donc concrètement, pourquoi des pays qui disposent de matières premières qui sont concrètement au cœur de toutes les économies, pourquoi ces pays-là n'arrivent pas à se développer? Franchement, on peut mettre n'importe qui au pouvoir, du moment qu'il n'y a pas une déconstruction de ces mécanismes économiques et politiques au niveau international, ces pays-là ne pourront jamais s'en sortir. Vous avez raison, c'est sans doute le continent sur lequel le potentiel est le plus important, évidemment. Avec des richesses énormes qui sont encore très largement sous-exploitées et qui sont de toute façon mal exploitées. Vous avez raison, c'est un continent qui est extrêmement extraverti, avec effectivement des ingérences fortes. De la part d'entités étatiques, mais aussi non étatiques, des firmes multinationales par exemple. Mais il ne faudrait pas juste voir ça de cette façon-là. C'est-à-dire que ce ne sont pas des pays qui sont des marionnettes qui sont agitées de l'extérieur. On a affaire à des acteurs qui y trouvent aussi des ressources, qui y trouvent aussi des champs d'action. Et voilà, il ne faut pas non plus avoir une explication juste uniforme de cette situation. Il y a plein de paramètres aussi qui entrent en ligne de compte et qui sont très largement liés à la mauvaise gouvernance interne, à la fragilité de l'État. Il ne faut pas les déresponsabiliser. C'était pas le propos que je voulais tenir. Concrètement, il semble qu'il y a une triangulation qui est faite depuis les indépendances, qui partagent les chefs africains qui ne sont pas légitimes, les multinationales et les gouvernements étrangers. Cette triangulation, elle est très équilibrée, c'est-à-dire que l'argent circule dans les trois parties. Et effectivement, les instances extérieures ne peuvent pas piller les ressources naturelles sans une complicité intérieure. Ben oui, c'est pour ça que je pense que c'est d'abord le problème des élites, les élites africaines, et dans la gestion, la bonne gouvernance. Ce sont ces questions. Dans la mesure où n'importe quel aventurier trouvera des gens pour tout de suite rentrer dans une relation, les choses se complexifient. Ces rébellions, moi j'ai beaucoup travaillé sur les rébellions, c'est vrai qu'elles sont courantes, elles sont fréquentes sur le continent africain. Pourquoi? Parce que simplement, à un certain moment, il y a des gens qui vivent de ça, ça rapporte. On a parlé du rôle du Burkina Faso, le président du Burkina Faso qui héberge tous les rebelles, tous les gens qui sont dans les fonds du feu. Et alors qu'en même temps, il est président. Donc on utilise souvent l'appareil d'État pour d'autres fins. Et donc c'est ce cycle-là qu'il faut essayer d'arrêter.
Parce que sinon, on a des acteurs qui vont toujours continuer à jouer le jeu. Donc on va avoir des gens qui sont extrêmement riches, parce qu'ils sont dans le parti de droit, parce qu'ils sont dans ils ont des relais un peu partout, sur le plan local, sur le plan international. Et ils sont, on ne peut pas les piéger. Je suis désolée, je suis obligée de partir. J'ai une autre réunion qui m'attend. Je voulais juste vous indiquer, c'est un petit peu une passage peut-être, qu'on a organisé une table ronde précisément sur cette question-là à l'âme en novembre, fin novembre, donc avant l'opération Serval, sur ces aspects un petit peu plus internationaux avec Ibrahima Sidibé, qui était aussi bavard et aussi peu canadien qu'aujourd'hui, mais également un ministère des Affaires étrangères et deux autres collègues que vous trouvez en ligne sur le site de l'ARM et qui vous expliquent un petit peu ces déterminants, des spécialistes des questions d'intervention internationale et des modalités concrètes avec lesquelles ça peut se faire.